le 6 juin 1944 13h30, Berchtesgaden, Bavière. Dans la salle des cartes du Berghof, la résidence d'Adolf Hitler dans les montagnes, un unique appel téléphonique fit voler en éclats l'illusion que la forteresse Europe demeurait imprenable. Le message était bref, délivré sur le ton sec d'un officier d'état-major dont la voix trahissait une panique à peine contenue. « Mon Führer, les Alliés ont établi des têtes de pont en Normandie. Ils ne se retirent pas. Pendant 9 heures, alors que les forces américaines, britanniques et canadiennes prenaient d'assaut 5 plages le long de la côte, Normande, le commandant suprême de l'Allemagne nazie, avait dormi. Son état-major, paralysé par l'ordre permanent de ne jamais le réveiller et terrifié par ses fureurs légendaires, avait vu les rapports sur l'invasion s'accumuler comme autant de condamnations à mort. Quand Hitler émergea enfin à 13h00 demandant son habituel petit déjeuner tardif, il entra dans un monde qui s'était fondamentalement transformé pendant qu'il rêvait. Ce qui suivit dans les heures et les jours après le jour J ne fut pas simplement une défaite militaire, mais une faillite catastrophique du renseignement, de la structure de commandement et de la perception de la réalité stratégique. La réaction du haut commandement allemand à l'invasion alliée révéla les failles fatales de la doctrine militaire nazie, des failles qui transformeraient le plus grand assaut amphibie de l'histoire d'un désastre potentiel pour les Alliés en une avalanche irrésistible qui écraserait le Troisième Reich en l'espace de 11 mois. La posture défensive allemande le long du mur de l'Atlantique représentait 3 années de construction militaire et de débats stratégiques qui avaient consumé les plus hauts dirigeants de la Wehrmacht. En juin 1944, l'Allemagne nazie avait érigé ce que le ministre de la propagande Joseph Goebbels proclamait être une barrière infranchissable, s'étendant de la Norvège à la frontière espagnole, 15 000 fortifications, 6-5 millions de mines et un demi-million d'obstacles conçus pour déchiqueter toute force d'invasion avant qu'elle ne puisse prendre pied sur le continent européen. Une cicatrice de béton et d'acier qui rappelait chaque jour aux peuples occupés, et notamment aux Français, le poids de la botte allemande. Mais derrière cette façade de puissance se cachait une structure de commandement fracturée par des égos concurrents, des stratégies contradictoires, et un dictateur dont l'ingérence dans les opérations militaires était devenue de plus en plus erratique. Le désaccord fondamental tournait autour d'une seule question où les forces allemandes devaient-elles affronter l'invasion alliée. Le maréchal Erwin Rommel, nommé inspecteur des défenses côtières en novembre 1943, avait étudié les leçons d'Afrique du Nord et d'Italie. Sa conclusion contredisait la doctrine traditionnelle de la guerre de mouvement allemande. « La guerre sera gagnée ou perdue sur les plages », avait écrit Rommel dans son évaluation à l'OKW, le haut commandement des forces armées. « Nous devons arrêter l'ennemi dans l'eau, le détruire avant qu'il ne pose le pied à terre. S'il établit une tête de pont, notre cause est perdue. » La stratégie de Rommel exigeait de concentrer les divisions de Panzers à portée de tir de la côte en les positionnant assez près pour contre-attaquer quelques heures après tout débarquement. Il avait été le témoin de la supériorité aérienne alliée en Afrique du Nord et comprenait que le mouvement diurne de formation blindée serait suicidaire. Les Panzers devaient être proches, prêts à frapper avant que les forces alliées ne puissent se consolider. Le maréchal Gerd von Rundstedt, commandant en chef à l'ouest, soutenait l'opinion inverse. Traditionnaliste ayant commandé des armées avant même l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Rundstedt croyait en la défense mobile classique allemande. « Laissez-les débarquer », avait-il argumenté lors des réunions d'état-major tout au long du printemps 1944. « Laissez-les s'étendre à l'intérieur des terres, loin du soutien de leur artillerie navale. Ensuite, nous les détruirons avec des contre-attaques de Panzers, concentrés à l'intérieur là où nos blindés peuvent manœuvrer librement. » Cette paralysie stratégique signifiait que les réserves blindées allemandes n'étaient positionnées ni pour la défense côtière immédiate de Rommel, ni pour la contre-offensive en profondeur de Rundstedt. Au lieu de cela, elles attendaient dans des positions de compromis qui ne satisfaisaient aucune stratégie cohérente. La 21e division Panzer près de Cannes pouvait potentiellement atteindre les plages de l'invasion en quelques heures, mais la cruciale 12e division SS Panzer était à 95 km au sud-est, et la division Panzerlehr était stationnée à 125 km de la côte près de Chartres. Pire encore, Hitler s'était personnellement réservé le contrôle de ses réserves stratégiques. Les ordres permanents exigeaient son autorisation explicite avant que les divisions de Panzers ne puissent se mettre en mouvement.
Cela signifiait que même alors que les parachutistes alliés descendaient sur les champs normands aux premières lueurs du 6 juin, les commandants allemands disposant de chars à portée de main ne pouvaient que regarder et attendre une permission qui ne viendrait pas avant de cruciales heures. La faillite du renseignement aggrava la paralysie du commandement. Les services de renseignement allemands s'étaient fracturés en organisations concurrentes, la Bwehr, de l'amiral Wilhelm Canaris, le Sicherheitsdienst, de Walter Schellenberg, et les armées étrangères de l'Ouest du colonel Alexis von Rohen. Chacun produisait des évaluations qui contredisaient les autres, et tous avaient été pénétrés par les opérations de désinformation alliées. L'opération Fortitude, le plan de tromperie allié, avait convaincu le renseignement allemand que le débarquement en Normandie n'était qu'une feinte. La véritable invasion, croyait-il, aurait lieu dans le pas de Calais, le point le plus étroit de la Manche, où le fictif premier groupe d'armées des États-Unis, sous le commandement du général Georges Patton, attendait, prétendument pour frapper. Les estimations du renseignement allemand plaçaient la force alliée en Grande-Bretagne à 89 divisions, alors que la force réelle était de 47. Plus grave encore, il croyait que 50 divisions restaient dans le sud-est de l'Angleterre prêtes pour la véritable invasion. Cette évaluation signifiait que même lorsque les rapports affluaient de Normandie, le 6 juin, le haut commandement allemand restait convaincu d'assister à une attaque de diversion. La 15e armée, la force la plus puissante d'Allemagne avec 19 divisions, resta immobile près de Calais tout au long du jour J, attendant de repousser une invasion qui n'existait que dans l'imagination allemande et le trafic radio allié. La météo avait également joué son rôle dans la complaisance allemande. Les météorologues avaient prédit des tempêtes, rendant les opérations amphibies impossibles pendant plusieurs jours. Rommel lui-même était parti pour l'Allemagne le 5 juin, prévoyant de célébrer l'anniversaire de sa femme, le 6 juin, avant de se rendre à Berchtesgaden pour solliciter auprès d'Hitler des divisions de Panzers supplémentaires. De multiples commandants de divisions et de corps d'armée étaient absents de leur poste participant à des jeux de guerre à Rennes. La Luftwaffe avait réduit son état d'alerte, les patrouilles navales avaient été annulées en raison de la mer agitée. À 6-0 le 6 juin, alors que les forces américaines se frayaient un chemin dans les vagues, à Omaha Beach, sous un feu nourri, le commandement militaire allemand était dispersé ses réserves immobilisées par des ordres permanents, son appareil de renseignement convaincu que la vraie bataille restait à des semaines de là dans un lieu entièrement différent. La percée alliée le jour J n'était pas seulement un triomphe de courage ou de nombre. Elle représentait l'aboutissement d'années de planification coordonnée d'innovation technologique et de sécurité opérationnelle que le haut commandement allemand avait fondamentalement sous-estimé. Ce à quoi la Wehrmacht fut confrontée le 6 juin était une force d'invasion qui avait révolutionné la guerre amphibie par l'analyse systématique des échecs précédents et le développement méthodique de solutions. La genèse des innovations tactiques du jour J commença avec le désastre de Dieppe le 19 août 1942. Ce raid, qui causa 3623 pertes canadiennes en 9 heures, fournit des leçons brutales qui façonnèrent chaque aspect de la planification d'Overlord. Les planificateurs alliés avaient appris que l'assaut direct sur des ports fortifiés était suicidaire, que l'artillerie navale seule ne pouvait pas supprimer les défenses côtières et que le soutien des blindés était essentiel dès la première vague. La solution fut le développement des Hobarts-Funnies, un bestiaire mécanique de véhicules blindés spécialisé conçu par la 79 division blindée du major-général Percy Hobart. Ce n'était pas de simples chars modifiés, ils représentaient une réinvention complète de la doctrine d'assaut amphibie. Le char Sherman DD ou Duplex Drive pouvait nager jusqu'au rivage, grâce à un écran de toile pliable et des hélices jumelles fournissant un appui-feu direct à l'infanterie dans les premières minutes critiques. Le véhicule blindé du génie royal AVRE transportait un mortier pétard de 290 mm tirant des charges de 10 à 8 kg, capable de détruire les fortifications en béton. Les chars Fléau faisaient détonner les mines avec des chaînes rotatives, tandis que les chars Crocodile projetaient des jets de flammes jusqu'à 110 mètres. Les spécifications techniques révélaient l'extraordinaire coordination industrielle derrière Overlord. Les planificateurs alliés avaient calculé que 156 000 hommes devraient débarquer le jour J, même soutenus par 5 000 navires et péniches de débarquement, avec 11 000 avions assurant la couverture et Zoutine. Comme aucun port ne pouvait être capturé intact, les ingénieurs conçurent 2 ports artificiels. Les ports Mulberry, chacun de la taille du port de Douvres,
destinés à être remorqués à travers la Manche et assemblés au large des côtes normandes. Chaque Mulberry nécessitait 600 000 tonnes de béton et d'acier. Des caissons Phoenix d'immenses structures en béton de la hauteur de 6 étages seraient coulées pour former des brise-lames. Des chaussées flottantes appelées pontons Whale relieraient le rivage au Liberty Ship déchargeant les fournitures. Les spécifications techniques exigeaient la capacité de débarquer 12 000 tonnes de fournitures et 2 500 véhicules par jour une fois établis. Pluto, pour Pipeline Under the Ocean, représentait une autre merveille technique que le renseignement allemand avait complètement manqué. Les ingénieurs avaient développé des pipelines en acier flexible qui pouvaient être posés sur le fond de la Manche pompant 1 million de gallons de carburant par jour directement d'Angleterre en France. Sans installation portuaire capturer ce pipeline s'avérerait essentiel pour maintenir l'élan offensif allié. Les opérations de désinformation soutenant le jour J élevèrent le subterfuge militaire au rang d'art. L'opération Bodyguard, le plan de tromperie globale, employa toutes les méthodes disponibles pour induire en erreur le renseignement allemand. Des agents doubles, tous contrôlés par le renseignement britannique via le système Double Cross, fournissaient des informations soigneusement élaborées à leurs contacts allemands. Le plus essentiel était l'agent Garbo, le ressortissant espagnol Juan Pujol Garcia, que le renseignement allemand considérait comme sa source la plus fiable en Grande-Bretagne. Le réseau d'agents subalternes fictifs de Garbo, toutes des créations du renseignement britannique, fournissait un flux constant d'informations qui confirmait les préjugés allemands sur les intentions alliées. Dans les semaines précédentes, le jour J. Garbo rapporta des mouvements de troupes, des observations d'équipements et des discussions stratégiques, tous soigneusement conçus pour renforcer la tromperie du pas de Calais. Le 5 juin, Garbo transmit un message au renseignement allemand avertissant d'opérations imminentes, mais délibérément programmées pour arriver après que les officiers du renseignement allemand eurent quitté leur service, préservant ainsi sa crédibilité tout en s'assurant que l'avertissement arrivait trop tard. L'armée fantôme créée par l'opération Fortitude employa une tromperie technologique sans précédent. De fausses péniches de débarquement construites en toile et en échafaudage remplissaient les ports du sud-est de l'Angleterre. Des chars et des pièces d'artillerie gonflables peuplaient de faux campements. Des unités de transmission diffusaient un trafic radio incessant imitant les quartiers généraux de corps d'armée et d'armée. Les vols de reconnaissance allemands photographiaient exactement ce que les planificateurs alliés voulaient qu'ils voient, une force énorme se préparant à frapper à Calais. Les cryptanalystes alliés à Bletchley Park avaient réussi ce que les commandants allemands considéraient comme impossible, ils avaient brisé le code de la machine Enigma. Grâce aux renseignements ultra, les commandants alliés pouvaient lire les communications militaires allemandes presque en temps réel. Cela fournissait des informations sur les dispositions allemandes, les calendriers de renforcement et, de manière cruciale, la confirmation que les opérations de désinformation fonctionnaient. Les interceptions ultra révélèrent que les commandants allemands restaient convaincus que le débarquement en Normandie était une diversion. La supériorité aérienne qui s'avérait décisive le jour J résultait de la destruction systématique de la Luftwaffe dans les mois précédant l'invasion. L'opération Point Blanc, l'offensive de bombardement combiné, avait délibérément ciblé la production d'avions et les réserves de carburant allemandes. En juin 1944, la Luftwaffe ne pouvait rassembler que 319 avions pour s'opposer à l'invasion. Les Alliés effectueraient 14 674 sorties le jour J même. Les chasseurs allemands ne réussirent que 319 sorties durant toute la journée. L'artillerie navale alliée offrait un autre avantage technique auquel les défenseurs côtiers allemands n'étaient pas adéquatement préparés. La flotte d'invasion comprenait 7 cuirassés, 2 moniteurs, 23 croiseurs et de nombreux destroyers, capables de fournir un appui-feu de précision pour les avancées à l'intérieur des terres jusqu'à 30 km de la côte. Les systèmes de conduite de tir avaient été affinés lors des opérations en Méditerranée, permettant aux navires de fournir un tir de soutien précis pour les avancées à l'intérieur des terres. La coordination entre les forces aériennes, navales et terrestres représentait une intégration opérationnelle que la doctrine de la Wehrmacht n'avait jamais atteinte. Des contrôleurs aériens avancés accompagnant les troupes d'assaut pouvaient demander des frappes aériennes sur des cibles spécifiques en quelques minutes. Des équipes de liaison de l'artillerie navale dirigeaient les bombardements des navires avec une précision sans précédent. Cette approche interarmes coordonnée par des communications radio fiables et soutenue par une planification détaillée
avant l'invasion, créa un système capable de s'adapter en temps réel au développement du champ de bataille. Les premiers rapports cohérents parvenant au haut commandement allemand ne vinrent pas par les canaux officiels, mais par des transmissions radio-frénétiques depuis les postes d'observation côtiers à partir de 2-0 le 6 juin. Le lieutenant-colonel Friedrich August Freiherr von der Heyde, commandant le 6 régiment de Fallschirmjäger, transmit depuis sa position près de Sainte-Mère-Église largage massif de parachutistes sur tout le secteur. Force estimée à un bataillon au minimum. Demandons renforts immédiats. À 3-0, le quartier général de la 706e division d'infanterie en Normandie rapporta au commandement de la 7e armée atterrissage de parachutistes confirmé dans plusieurs zones. Communication perturbée. Bombardements intensifs des positions côtières en cours. Le message parvint au général Friedrich Dollmann, commandant la 7e armée qui fut confronté au dilemme paralysant des ordres permanents d'Hitler. Il ne pouvait pas engager les réserves blindées sans l'autorisation de Berchtesgaden. L'échec critique se produisit entre 4-0 et 6-30. Alors que l'aube se levait sur la côte normande et que la plus grande armada de l'histoire humaine se matérialisait au large, les commandants allemands, disposant de divisions capables d'atteindre les plages en quelques heures, ne pouvaient qu'observer à travers leurs jumelles et demander la permission de bouger. Le major général Edgar Feuchtinger, commandant la 20 et une division Panzer, stationnée à seulement 15 km de la côte, reçut des rapports d'atterrissage de planeurs britanniques près de son QG à 2h30. Ces Panzers auraient pu atteindre Sword Beach avant que les premières troupes britanniques ne débarquent. Ces demandes d'engagement furent refusées en attente d'une autorisation supérieure. À 6-0, alors que les forces américaines commençaient leur assaut sur Omaha Beach, sous le feu meurtrier de la 352e division d'infanterie, le général Alfred Jodl, chef de l'état-major des opérations d'Hitler, refusa de réveiller le Führer. « La situation n'est pas claire », dit Jodl aux officiers d'état-major, demandant l'autorisation de libérer les réserves de Panzers. « Nous devons attendre de meilleurs renseignements avant de déranger le Führer, avec des rapports préliminaires. » Le tournant se produisit à 10-0, lorsque le major général Wilhelm Richter, commandant la 706e division d'infanterie défendant les plages de Gold et Juno, transmit son dernier rapport cohérent. L'ennemi a réalisé des percées en plusieurs points. Position submergée. Impossible de tenir sans soutien blindé immédiat. Situation critique. La transmission cessa brusquement alors que les forces britanniques envahissaient son bunker de commandement près de Courseulles-sur-Mer. Hitler reçut enfin son briefing à 13h30, 9h30, après l'atterrissage des premiers parachutistes. Selon les témoignages des généraux Jodl et Wilhelm Keitel enregistrés au procès de Nuremberg, la première réaction d'Hitler fut dédaigneuse. C'est la diversion que nous attendions. La véritable invasion viendra à Calais. Nous gardons les réserves pour l'attaque principale. Lorsque le maréchal Gerd von Rundstedt demanda la libération immédiate des divisions 12e SS Panzer et Panzerlehr à 14-0, Hitler n'autorisa qu'un mouvement limité. Une division devait se déplacer vers Caen. Les autres devaient rester en position pour contrer l'invasion de Calais. Cette seule décision scella l'issue de la bataille. La 20 et une division Panzer, finalement autorisée à attaquer à 15-0, avança vers la tête de pont britannique, mais se heurta à toute la puissance de l'artillerie navale alliée. Le capitaine Wilhelm von Gottberg, commandant le 22e régiment de Panzers de la division, témoigna plus tard que le bombardement naval concentré avait détruit 40% de ses blindés avant d'atteindre la côte. À 6-0, les rapports de situation peignaient un tableau de catastrophe. La 352e division d'infanterie sur Omaha Beach, qui s'était battue magnifiquement toute la matinée, rapporta des munitions à un niveau critique et des pertes dépassant 50%. Les forces américaines avancent à l'intérieur des terres. Impossible de tenir les positions au-delà de la tombée de la nuit. Le colonel Walter Korfest, commandant le régiment d'artillerie 352, transmit à 6h45, « Navire observé s'étendant jusqu'à l'horizon. Ce n'est pas une diversion. Demandons permission de nous replier sur des positions secondaires. » La permission fut refusée. À 17h30, les commandants allemands reçurent l'évaluation du renseignement qu'ils redoutaient. Un avion de reconnaissance de la Luftwaffe, effectuant l'une des rares sorties de la journée, confirma la présence de navires alliés se comptant par milliers. Le rapport du pilote était brutal. La flotte d'invasion s'étend sur un front de 80 km.
estimons plus de 4000 navires. Opération de débarquement continue sur toutes les plages. C'est l'invasion principale. Le maréchal Rommel, revenant d'Allemagne à toute vitesse, n'atteignit son quartier général à La Roche-Guyon qu'à 22h. Son chef d'état-major, le général Hans Speidel, le briefa sur les désastres de la journée. Selon le témoignage de Speidel après la guerre, la réponse de Rommel fut immédiate et dévastatrice. La guerre est perdue. Nous avons perdu la bataille décisive. Tout ce contre quoi j'avais mis en garde est arrivé. Le coup de grâce final vint des interceptions radio. À 23h15, les postes d'écoute allemands enregistrèrent un trafic radio massif depuis le sud-est de l'Angleterre, provenant du fantomatique premier groupe d'armées américains qui était censé attendre pour l'invasion de Calais. Les officiers du renseignement rapportèrent à l'OKW. Le Huney Goes reste en Angleterre. Aucun signe de mouvement vers l'embarquement. La Normandie pourrait être le Schwerpunkt, l'effort principal. Mais cette prise de conscience arriva 17h trop tard. À minuit, le 6 juin, 156 000 soldats alliés occupaient le sol français sur 5 têtes de pont, s'étendant sur 38 km le long de la côte et pénétrant jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres. Le mur de l'Atlantique, 3 ans de construction, avait été percé en une seule journée. Plus importante encore, la fenêtre pour une contre-attaque blindée, immédiate les 24 premières heures cruciales, où les têtes de pont restent vulnérables, s'était refermée. Pendant que les commandants allemands attendaient une autorisation venue trop tard, convaincus de faire face à une diversion. L'effondrement psychologique au sein du haut commandement allemand ne se manifesta pas en un seul instant, mais par une cascade de prises de conscience qui s'accumulèrent du 7 au 12 juin. Chaque jour apportait de nouveaux renseignements qui contredisaient les hypothèses fondamentales sur lesquelles la stratégie défensive allemande avait été construite. Et chaque révélation paralysait davantage une structure de commandement déjà dysfonctionnelle. 7 juin G, plus un 8-0. Les synthèses du renseignement confirmèrent que les forces alliées avaient réussi à joindre 4 des 5 têtes de pont. Seul Omaha restait partiellement isolé des plages adjacentes. Pire encore, les vols de reconnaissance, les rares qui survivaient à l'écrasante supériorité aérienne alliée, rapportaient que la construction d'installations portuaires artificielles commençait déjà au large des côtes normandes. Le général Günther Blumentritt, chef d'état-major de von Rundstedt, nota dans son journal quotidien « Les ports artificiels confirment que ce n'est pas un raid. L'ennemi a l'intention de mener des opérations durables depuis la Normandie. Toute notre évaluation stratégique était erronée. La 15e armée, la force la plus puissante d'Allemagne avec ses 19 divisions, restait figée près de Calais le 7 juin, attendant la vraie invasion. Hitler et le renseignement de l'OKW continuaient de croire que la Normandie était une diversion. Mais les commandants sur le terrain témoins directs du renforcement allié savaient que c'était faux. Le lieutenant-général Hans von Salmuth, commandant la 15e armée, envoya des demandes de plus en plus urgentes. Les combats en Normandie nécessitent des renforts immédiats. Demandons l'autorisation de déplacer des divisions vers le sud. Chaque demande fut refusée. L'armée fantôme, qui n'existait que dans l'imagination allemande, tenait en laisse la force la plus puissante d'Allemagne, pendant que la Normandie brûlait. Le 8 juin, l'impact psychologique s'étendit au-delà de la paralysie opérationnelle pour atteindre quelque chose de plus fondamental, une crise de confiance dans le commandement militaire allemand. Les commandants de terrain qui avaient fidèlement exécuté les ordres d'Hitler pendant 5 ans commencèrent à se demander si les ordres de Berchtesgaden reflétaient la réalité du champ de bataille. Le colonel général Friedrich Dollmann, commandant la 7e armée, souffrit de ce que les médecins qualifièrent de épuisement nerveux. Son chef d'état-major assuma de fait le commandement, tandis que Dollmann restait dans ses quartiers, incapable de fonctionner. Les statistiques s'accumulaient comme des coups de marteau successifs sur le moral allemand. Le 10 juin, les forces alliées avaient débarqué 326 000 hommes, 54 000 véhicules et 104 000 tonnes de fournitures. Les renforts allemands tentant d'atteindre la Normandie faisaient face à une destruction systématique. La 2e division SS Panzer das Reich se déplaçant du sud de la France mit 17 jours pour parcourir 720 km, un voyage qui aurait dû en prendre 3. La puissance aérienne alliée, aidée par les sabotages incessants des combattants de l'ombre de la résistance française, transformait chaque mouvement diurne en un piège mortel. Le commandant de la division, le SS Brigadeführer Heinz Lammerding,
rapporta avoir perdu 1500 hommes et 130 véhicules avant même d'atteindre la zone de combat. La campagne d'interdiction ferroviaire révéla la profondeur de la planification alliée. Des bombardements systématiques avaient détruit 66 des 80 ponts ferroviaires sur la Seine. Les renforts venant d'Allemagne devaient faire des détours de centaines de kilomètres, puis se déplacer de nuit par des routes secondaires où les résistants français harcelaient chaque colonne. La 275e division d'infanterie mit 12 jours pour se déplacer de la Bretagne au front, une distance de 240 kilomètres. Les interceptions radio révélèrent la désintégration psychologique parmi les commandants de terrain allemands. Le 11 juin, le renseignement d'écoute enregistra une transmission d'un commandant de régiment anonyme à son quartier général de division. « Mes hommes demandent pourquoi la Luftwaffe ne vient pas, pourquoi nos Panzers n'arrivent pas. Je n'ai aucune réponse qu'ils puissent croire. Le moral est critique. » De telles communications étaient impensables lors des campagnes précédentes. La crise de commandement atteignit son paroxysme le 12 juin lorsque Rommel et von Rundstedt demandèrent une réunion avec Hitler pour plaider en faveur d'un retrait stratégique de Normandie vers des positions plus défendables. Selon les témoignages des procès d'après-guerre, les deux maréchaux arrivèrent à Berchtesgaden, prêts à expliquer pourquoi la stratégie actuelle menait au désastre. Hitler refusa de les voir ensemble, recevant chacun séparément pour empêcher une opposition unifiée à ses directives. Lorsque Rommel exposa la situation, supériorité aérienne alliée écrasante, renfort inadéquat, atteignant le front, pertes insoutenables et morales, en chute libre, la réponse d'Hitler révéla son détachement complet de la réalité. Champ de bataille. Selon le chef d'état-major de Rommel qui débriefa le maréchal par la suite, Hitler déclara « Vous devez tenir chaque mètre, pas de retrait. De nouvelles armes renverseront la vapeur. » Lorsque Rommel insista pour obtenir des détails sur ces armes, Hitler parla vaguement de jets et de fusées qui dévasteraient bientôt les forces alliées. La réunion séparée de von Rundstedt produisit des résultats similaires. Lorsqu'il exposa la nécessité stratégique de créer des réserves mobiles en raccourcissant les lignes de défense, Hitler répondit par des accusations de défaitisme. Selon le témoignage de von Rundstedt à Nuremberg, Hitler déclara « Le mur de l'Atlantique doit être tenu. Tout commandant qui parle de retrait sera démis de ses fonctions. » L'impact psychologique s'étendit aux soldats allemands, témoins directs de la disparité matérielle. Des documents saisis et des interrogatoires de prisonniers révélèrent que les troupes comparaient leur situation au pire moment du front de l'Est. Une lettre d'un sous-officier de la 356 division d'infanterie, interceptée par le renseignement allié, disait « Nous nous battons bien, mais cela ne sert à rien. Pour chaque obus que nous tirons, ils en tirent 50. Pour chaque avion que nous voyons, ils en ont des centaines. Ce n'est pas la guerre, c'est l'extermination par la production industrielle. » Le 12 juin, les pertes allemandes en Normandie dépassaient 26 000 hommes tués, blessés ou capturés. Les pertes alliées s'élevaient à 52 000, mais leur système de remplacement livrait des troupes fraîches quotidiennement, tandis que les renforts allemands n'arrivaient jamais en nombre suffisant. Plus significativement, la Wehrmacht avait perdu des formations irremplaçables. Des divisions d'élite de panzers et de parachutistes engagés au coup par coup dans des contre-attaques étaient systématiquement détruites, sans atteindre d'objectifs opérationnels. L'échec de la réponse du haut commandement allemand au jour J représentait plus qu'une défaite tactique. Il exposait les contradictions fondamentales au sein de la structure militaire nazie qui allait caractériser l'effondrement du Reich au cours des 11 mois suivants. Les décisions prises entre le 6 et le 12 juin 1944 créèrent un modèle de dysfonctionnement qui se répéterait à chaque crise ultérieure, jusqu'à la capitulation finale en mai 1945. Le maréchal Wilhelm Keitel, chef de l'OKW, témoigna à Nuremberg que le jour J avait révélé ce que les commandants supérieurs comprenaient en privé, mais n'avaient jamais reconnu ouvertement le jugement militaire du Führer. S'était détaché de la réalité opérationnelle. Son refus d'autoriser des retraits tactiques, son insistance à tenir chaque position, sa croyance en des armes miracles plutôt qu'en une stratégie saine. Tout cela nous a coûté la guerre à l'Ouest, avant la fin de l'été. La paralysie du commandement qui a maintenu les blindés allemands immobiles pendant les 24 heures cruciales du jour J n'était pas une aberration mais le résultat logique de la centralisation de l'autorité militaire par Hitler. Le général Günther Blumentritt, analysant la campagne après la guerre pour les historiens militaires américains, expliqua «
Un caporal commandait des maréchaux. Les commandants locaux qui comprenaient les conditions du champ de bataille ne pouvaient pas agir. Les commandants éloignés qui pouvaient autoriser l'action ne comprenaient pas les conditions. Cet écart entre l'autorité et la connaissance s'est avéré fatal. Les preuves statistiques confirmèrent la nature catastrophique de la défaite allemande. Le 30 juin, moins d'un mois après l'invasion, les pertes allemandes en Normandie dépassaient 80 000 hommes. 8 divisions avaient été détruites en tant que force de combat efficace. La division Panzerlehr, l'une des formations blindées d'élite de l'Allemagne, rapporta le 29 juin qu'elle ne conservait que 40 chars opérationnels sur une force initiale de 190. Son commandant, le général Fritz Bayerlein, transmit « Ma division est finie, elle ne peut plus mener d'opérations offensives ». Plus significativement, la situation stratégique de l'Allemagne était devenue intenable. La guerre sur 2 fronts contre laquelle les planificateurs militaires allemands avaient mis en garde Hitler en 1940 et consumait désormais les forces allemandes à des rythmes insoutenables. Rien qu'en juin 1944, les pertes de la Wehrmacht, sur tous les fronts, dépassèrent 450 000 hommes, 150 000 à l'ouest, 300 000 à l'est. La production mensuelle de chars de l'Allemagne était en moyenne de 670 unités. L'Union soviétique en produisait 2000. L'industrie américaine en produisait 2000. Les mathématiques de la guerre industrielle étaient devenues indéniables. L'impact psychologique sur les commandants de terrain allemands se manifesta de manière inédite. Le 17 juillet, des chasseurs-bombardiers alliés mitraillèrent la voiture d'état-major de Rommel, blessant grièvement le maréchal, qui avait averti Hitler que la perte de la Normandie signifiait la perte de la guerre à l'ouest. Le 20 juillet, la bombe du colonel Klaus von Stauffenberg explosa dans la salle de conférence d'Hitler à Rastenburg. La plus sérieuse des multiples tentatives d'assassinat par des officiers militaires qui avaient conclu que le seul espoir de l'Allemagne résidait dans l'élimination d'Hitler et la négociation d'un armistice avec les alliés occidentaux. Le complot impliquait des dizaines d'officiers supérieurs de la Wehrmacht qui avaient compris que le leadership d'Hitler garantissait la destruction de l'Allemagne. L'échec du complot et les exécutions ultérieures de plus de 5000 conspirateurs présumés, y compris Rommel contraint au suicide en octobre, paralysèrent davantage l'efficacité militaire allemande. Les commandants survivants comprirent que contester les ordres invitait désormais à l'exécution. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, écrivit dans ses mémoires d'après-guerre croisade en Europe l'incapacité du haut commandement allemand à engager ses réserves blindées. Le jour J reste l'un des échecs de commandement les plus décisifs de l'histoire. Si ces Panzers avaient frappé nos plages dans les 24 premières heures, alors que nous étions encore vulnérables, l'issue aurait pu être très différente. Leur hésitation nous a donné le point d'ancrage que rien ne pouvait alors déloger. Les historiens militaires, en analysant les décisions du commandement allemand, ont identifié de multiples défaillances interconnectées. Le désastre du renseignement, croyant que la Normandie était une diversion, découlait de la tendance d'Hitler à accepter les informations confirmant ses préjugés tout en rejetant les preuves contradictoires. La paralysie du commandement exigeant l'autorisation d'Hitler pour les décisions opérationnelles reflétait sa méfiance envers les officiers de carrière. L'inflexibilité stratégique, refusant les retraits tactiques pour créer des réserves mobiles, représentait sa conviction que la volonté pouvait surmonter le désavantage matériel. Le maréchal soviétique Georgi Zhukov, s'adressant à des historiens en 1966, offrit la perspective du front de l'Est. Le jour J a forcé l'Allemagne à mener la guerre sur 2 fronts que nous avions besoin qu'elle mène. Mais plus important encore, il a démontré qu'Hitler s'ingérerait dans les opérations militaires même lorsque cette ingérence garantissait la défaite. Nous l'avions déjà appris en 1940 et à 1943. Les alliés occidentaux l'ont appris en 1944. Le plus grand cadeau d'Hitler pour nous fut son refus de laisser des commandants compétents commander. L'évaluation alliée achevée par le grand quartier général des puissances alliées en Europe en septembre 1944 concluait que la doctrine défensive allemande s'était avérée solide. Les fortifications allemandes étaient formidables. Les soldats allemands se sont battus courageusement. Mais la structure de commandement allemande était dysfonctionnelle, son renseignement catastrophiquement défaillant et son leadership stratégique divorcé de la réalité opérationnelle. Ce sont ces failles institutionnelles
et non une supériorité alliée en courage ou en habileté tactique, qui ont décidé de l'issue de la bataille de Normandie. Le bilan final révéla l'ampleur du désastre allemand. Le 1er septembre, lorsque les forces alliées libérèrent Paris et atteignirent la frontière allemande, les pertes de la Wehrmacht à l'ouest s'élevaient à plus de 500 000 victimes. 28 divisions avaient été détruites. L'Allemagne avait perdu la France son mur de l'Atlantique et plus crucialement l'initiative stratégique. À partir du jour J, l'Allemagne mena une guerre défensive de retraite qui ne pouvait se terminer que par une capitulation sans condition. Les plages de Normandie, où l'échec du haut commandement allemand se cristallisa en catastrophe, démontrèrent la vérité ultime de la guerre à l'ère industrielle. La victoire exige non seulement des soldats courageux et des fortifications solides, mais aussi des structures de commandement cohérentes, un renseignement précis, une doctrine flexible, et par-dessus tout un leadership stratégique ancré dans la réalité opérationnelle plutôt que dans le fantasme idéologique. Sur toutes ces mesures, le haut commandement allemand a échoué de manière spectaculaire le jour J, assurant que le Reich de Milan ne durerait que 11 mois de plus. Quelles leçons selon vous devons-nous tirer de ces événements pour ne jamais oublier le prix de la liberté partagée? Vos réflexions dans les commentaires.